On va maintenant s'attarder à la distance parcourue et la vitesse tangentielle d'un point qui est en rotation. Jusqu'à maintenant, dans cette partie de la cinématique, on étudie finalement notre mouvement en radians par seconde. Mais si je connais la vitesse angulaire, est-ce que je pourrais réussir à trouver à quelle vitesse va un point de mon objet en mètres par seconde de cet objet-là? Ou quelle distance va avoir parcouru un objet qui aurait fait un certain nombre de radians? Bien, si on analyse de plus près la rotation, si je suis le premier point sur la structure et que je dis que ce point-là est situé à une distance r sur mon objet, lorsqu'il va tourner, bon, il va toujours rester à cette distance r-là, on voit que le déplacement qu'il va effectuer va dépendre finalement de la distance r. Plus on est loin du centre, plus il va parcourir un arc de cercle qui va être important. Donc, plus la distance réelle en mètres que l'objet va parcourir va être importante aussi. Pourtant, tous les points de la structure parcourent le même angle, mais dépendamment si mon point est plus près ou plus éloigné du centre de rotation, ben, la distance qu'il va parcourir en mètres ne sera pas nécessairement la même. Donc ici, pour une variation delta θ, on va parcourir une distance qu'on va appeler delta S. Et delta S va être égal à R fois delta θ. Ça vient de la définition même des radians. Regardez votre expression de plus proche. Là. Si je prenais un tour complet, ça voudrait dire que delta θ est égal à 2 pi radians. Donc si je fais 2 pi radians fois le rayon R, ça donne 2 pi R, ce qui correspond bien à la circonférence de mon objet. Donc quand je parcours 2 pi radians, j'effectue finalement un déplacement 2 pi fois R. Delta S, c'est la distance parcourue sur le cercle. On voit que plus un point est loin du centre du cercle, plus grande sera cette distance parcourue par ce point. Cette distance s'exprime en mètres dans les unités internationales. La distance est en mètres, alors que l'angle, lui, est exprimé en radians. On vous dit, à ce moment, la vitesse d'un point de l'objet, qu'on appelait la vitesse tangentielle, va aussi dépendre de la distance du point jusqu'au centre. Un point éloigné tournera donc plus vite qu'un point près de l'axe de rotation. C'est normal, plus on va être éloigné pour le même intervalle de temps, plus que l'objet fait un plus grand déplacement, ça veut dire qu'il va aller beaucoup plus vite lorsqu'il va effectuer cette rotation-là. Donc on tire aussi que la vitesse tangentielle d'un point va être égale à R fois oméga. Donc, si je connais la vitesse angulaire en rad par seconde et que je veux trouver sa vitesse tangentielle en mètres par seconde, tout ce que j'ai à faire, c'est multiplier par la distance de ce point-là du centre de rotation. Le petit r, c'est vraiment à quelle distance du centre de rotation se situe le point dont je veux calculer la vitesse tangentielle. Et sur une roue, par exemple, un point qui est proche de l'axe de rotation va tourner moins vite qu'un point qui est éloigné de l'axe de rotation. On va faire une distinction maintenant entre différents types d'accélération, c'est-à-dire l'accélération angulaire, tangentielle et radiale. L'accélération angulaire alpha est une mesure de la variation de la vitesse angulaire dans le temps. Son unité, ça va être le rad par seconde carré. L'accélération angulaire va nous dire de combien de rad par seconde notre vitesse change à chaque seconde. Donc, si notre objet tourne avec une vitesse angulaire constante, ben, il n'y aura pas d'accélération angulaire. Il va avoir une accélération angulaire seulement quand il va avoir une vitesse de rotation qui va changer dans le temps. Donc, on vous dit, s'il y a un changement de la vitesse angulaire, il y a automatiquement une accélération angulaire et par le fait même, un point de l'objet subira aussi une accélération tangentielle proportionnelle à sa distance par rapport à l'axe de rotation. Ça veut dire que si un objet augmente sa vitesse angulaire, ça veut dire qu'un point de cet objet-là, situé à une distance r, va aussi changer sa vitesse en mètres par seconde. Ça veut dire qu'il va y avoir une accélération tangentielle en mètres par seconde carré aussi. Il y a un lien direct entre l'accélération tangentielle en mètres par seconde carré et l'accélération angulaire qui est en rad par seconde carré.
Encore une fois, c'est juste le rayon qu'il va y avoir entre les deux qui va faire la distinction. On vous dit que l'accélération tangentielle est seulement due au changement de la grandeur de la vitesse d'un point de cet objet. Donc jusqu'à maintenant, on a vu que lorsque je veux savoir la distance parcourue par un point, alors que je connais le déplacement angulaire, tout ce que j'ai à faire, c'est multiplier par le rayon. Si je connais la vitesse angulaire et que je veux trouver la vitesse tangentielle, je ne fais que multiplier par le rayon. Si je connais l'accélération angulaire et que je veux trouver l'accélération tangentielle, tout ce que j'ai à faire, encore une fois, c'est juste multiplier par le rayon. Maintenant, on avait déjà vu qu'il existe aussi une accélération radiale ou centripète, qui est due au fait qu'un objet est en rotation. Le vecteur vitesse change constamment d'orientation dans un mouvement de rotation. Finalement, on peut dire que l'accélération radiale est égale à v carré sur r. Ça, on avait déjà vu ça dans un chapitre précédent. Puisque la vitesse tangentielle, c'est r fois oméga, bien, la vitesse tangentielle, ça l'est la vitesse d'un des points là, qui est en train de tourner sur notre objet. Donc, je peux remplacer le v par notre vitesse tangentielle. Finalement, on tire que l'accélération radiale ou centripète peut s'exprimer comme étant r fois oméga carré. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé la vitesse tangentielle dans l'expression de l'accélération radiale. C'est une autre façon de trouver notre accélération radiale qui s'exprime en mètres par seconde carré. Dans cette section, on va analyser un graphique de la vitesse angulaire en fonction du temps. Donc ici, on peut se rendre compte que notre objet tourne toujours dans la même direction parce que toutes les valeurs sont positives. Donc, on pourrait se définir positif, par exemple, dans le sens horaire, et notre roue ici tournerait toujours dans la même direction. Mais entre 0 et 1 seconde, elle augmenterait sa vitesse. Donc on passe de 4 rads par seconde à 7 rads par seconde. Ensuite, elle tournerait constamment à 7 rads par seconde entre 1 et 3 secondes, réaugmenterait sa vitesse jusqu'à 6 secondes, ensuite ralentit pour revenir à 4 rads par seconde et finalement, après 10 secondes, sa vitesse de rotation serait de 2 rads par seconde. On va définir l'accélération moyenne comme étant la variation de vitesse angulaire dans un intervalle de temps donné. Tout comme on avait défini que l'accélération moyenne, c'était la variation de vitesse par unité de temps. On peut dire que sur un graphique vitesse angulaire en fonction du temps, comme celui-là, l'accélération moyenne angulaire va correspondre finalement à la pente du graphique vitesse angulaire en fonction du temps entre le premier et le dernier temps considéré dans l'intervalle. L'accélération angulaire moyenne entre deux points est la pente du graphique de la vitesse angulaire en fonction du temps joignant ces deux points. Donc on peut trouver l'accélération moyenne pour différents intervalles de temps. Plus je rapetisse mon intervalle de temps, plus ça va s'approcher de l'accélération angulaire instantanée. Donc ici, si je viens le chercher au temps zéro, donc mon intervalle de temps est très très court, donc je peux considérer que la courbe qui est en rouge va correspondre à l'accélération angulaire instantanée. L'accélération angulaire instantanée correspond à l'accélération angulaire moyenne pour un intervalle de temps très très petit. Tout comme on avait défini que l'accélération instantanée, c'était l'accélération moyenne pour un intervalle de temps très petit. On vous dit sur le graphique, cela correspond à la pente pour n'importe quel temps considéré. On peut trouver notre accélération angulaire de 3 rads par seconde carrée et ainsi de suite pour chacun des intervalles qui sont là. Donc on voit que quand la pente est négative, l'accélération angulaire est négative. Regardons maintenant un autre cas particulier du mouvement si le mouvement est à accélération angulaire constante. C'est-à-dire qu'à chaque intervalle de temps, la vitesse varie toujours de la même quantité. Donc, dans un mouvement à accélération angulaire constante, le changement de la vitesse angulaire est toujours le même pour chaque intervalle de temps. Dans ce cas, l'accélération angulaire moyenne est égale à l'accélération instantanée, comme ça ici. Ce qui veut dire que l'accélération va être égale à la variation de vitesse par unité de temps. On va faire ressortir une
des équations du mouvement à accélération angulaire constante. Vous allez voir, on va en avoir 4. La première, ça va être oméga est égal à oméga 0 plus alpha fois t, qui est l'équivalent de l'équation qu'on avait aussi en ligne droite, qui était V égale V0 plus AT. C'est la même, mais appliquée à la rotation. Si on se faisait un graphique de la vitesse angulaire en fonction du temps, on avait dit que la pente correspond à l'accélération angulaire instantanée. Donc, on va avoir la pente va être égale à l'accélération angulaire instantanée et l'ordonnée à l'origine va être égale à la vitesse angulaire initiale. Maintenant, regardons un peu les graphiques qu'on va obtenir. Donc, oméga, celui du centre, là, oméga en fonction du temps, on va obtenir une droite dont la pente va être égale à l'accélération angulaire instantanée, c'est ce qu'on vient de voir. Celui de droite, ben, puisque l'accélération angulaire elle est constante, ça veut dire qu'alpha est une constante, ça ne changera pas. Il va nous rester à trouver finalement la position angulaire en fonction du temps. On peut déjà s'attendre à ce qu'on va obtenir une parabole, comme on avait aussi pour le mouvement en ligne droite. Donc ici, on peut encore travailler avec l'aire sous la courbe de nos différentes sections. On vous dit, puisque le déplacement angulaire dans l'intervalle delta t est égal à l'aire sous la courbe du graphique oméga de t, l'aire du trapèze sera effectuée, comme on avait déjà fait. Donc ça, je passe un peu les étapes. On va juste retrouver nos 4 équations du mouvement de cette façon-là. C'est juste pour vous rappeler qu'on peut toujours trouver le déplacement angulaire dans ce cas-ci à partir de l'aire sous la courbe du graphique oméga en fonction du temps. Donc la deuxième équation qu'on va trouver, c'est le déplacement angulaire va être égal à 1 demi fois oméga plus oméga 0 fois t. Et finalement, on va voir que la position angulaire va être égale à la position initiale angulaire plus 1 demi fois oméga plus oméga 0 fois t. C'est une des équations qui va nous permettre de trouver la position angulaire. La deuxième, c'est de faire l'aire du rectangle 1 plus l'aire du triangle 2 qu'on avait sur notre graphique. Ça aussi, je saute un petit peu des étapes. On l'avait déjà fait dans la capsule concernant l'accélération constante. On avait exactement le même graphique. Finalement, on va obtenir que le déplacement angulaire va être égal à oméga 0t plus 1 demi alpha t carré. Finalement, je peux écrire position angulaire égale position angulaire initiale plus oméga 0t plus 1 demi alpha t carré. Donc, on voit que ça va donner en fonction du temps une équation parabolique. Donc, θ en fonction du temps me donne une parabole, comme ça ici. On a maintenant développé 3 équations du mouvement à accélération angulaire constante. Il va m'en rester une à développer. On dit de l'équation 2, on peut tirer que le temps est égal à oméga moins oméga 0 sur alpha, que l'on insère dans l'équation 3. Et finalement, on va trouver une dernière équation qui est celle-ci. Et maintenant, on a nos 4 équations du mouvement à accélération angulaire constante. Alors, dans cette capsule, on a revisité des notions de cinématique qu'on avait vues dans les premiers chapitres lorsqu'on était en cinématique de translation, mais on a maintenant transposé ces notions-là pour un problème où un corps solide serait en rotation. On a défini de nouveaux paramètres comme la position angulaire, la vitesse angulaire et l'accélération angulaire. Les concepts demeurent les mêmes que l'on avait lorsqu'on avait la position, la vitesse et l'accélération. L'approche graphique est somme toute la même. Il s'agit juste de transposer dans notre tête, apprendre à travailler en fait avec les variables en radians, radians par seconde et radians par seconde carré, là, dans le cas de l'accélération angulaire.